Elles sont nées le même jour, à la même minute. Le médecin l'a même noté avec un sourire. Une seule âme divisée en deux. Élise et Lila. Deux petites filles indissociables, comme deux gouttes d'eau dans un monde trop vaste. Elles se comprenaient sans parler, riaient au même moment, rêvaient les mêmes rêves. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que l'une d'elles allait un jour disparaître, sans bruit, sans trace, et que l'autre entendrait encore sa voix, longtemps après. C'était il y a 8 ans, le jour de leur 21e anniversaire. Une soirée étudiante classique, de la musique trop forte, des rires, un gâteau raté, une dispute stupide, peut-être à cause d'un garçon. Lila est sortie. Élise a pensé qu'elle allait revenir. Elle ne l'a jamais revue. Pas de témoin, pas de corps, pas d'indice. Juste ce silence étouffant et une mère qui vieillit plus vite depuis ce jour-là. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que chaque année, à la même date, Élise reçoit un message. Parfois une enveloppe glissée sous sa porte, parfois une vieille photo d'enfance, déchirée, et chaque fois, écrit à la main, dans une écriture tremblante. « Aide-moi », c'est tout. Aucun nom, aucune explication, juste ça. Mais Élise le sent. C'est sa sœur. Elle est quelque part, et elle souffre. Personne ne la croit. On lui parle de deuil non fait, de stress post-traumatique. Mais ce lien entre elles ne s'est jamais rompu. Alors elle a commencé à chercher. Et c'est là qu'elle a découvert qu'elles n'étaient peut-être pas les seules. Pendant longtemps, Élise a cru qu'elle avait raté quelque chose. Un détail, une erreur de jugement. Peut-être qu'elle n'avait pas vu la souffrance de Lila. Peut-être qu'elle était partie volontairement. Mais plus les années passaient, plus certaines choses refusaient de s'aligner. Une semaine plus tard, un étudiant dit l'avoir croisé avec cette même veste. Élise le confronte. Il se rétracte, il confond, il change de version. Alors elle rouvre les cartons, fouille ses souvenirs. Elle cherche dans les silences. Un soir, en rentrant chez elle, elle trouve une nouvelle enveloppe. Pas de timbre, pas d'écriture identifiable. À l'intérieur, une photo. 2 silhouettes, de dos, sur un quai de gare. L'une d'elles porte la veste rouge. L'arrière-plan n'est pas reconnaissable, mais la date au dos de la photo indique 12 février, soit 4 jours après la disparition. Élise ne comprend pas. Qui a pris cette photo? Pourquoi la lui envoyer maintenant? Et surtout, est-ce bien Lila? Elle fait agrandir l'image. Au fond, un panneau flou, presque effacé. Mais en jouant avec les contrastes, elle distingue 3 lettres. R-I-V. Elle fait des recherches. Il n'y a qu'un seul village avec une gare désaffectée dont le nom commence ainsi. Rivange. Un détail. Juste un détail. Mais c'est suffisant pour rallumer la colère et l'espoir. Elle comprend une chose. Quelqu'un sait. Et ce quelqu'un ne veut pas qu'elle abandonne. Depuis toute petite, Élise avait l'habitude de finir les phrases de sa sœur, de savoir quand elle allait pleurer ou rire. Même à distance, elle ressentait ce que l'autre traversait. C'était comme une vibration intérieure, une alarme douce mais réelle, un lien qu'aucune explication logique n'a jamais pu détruire. Depuis la disparition de Lila, ce lien n'a pas disparu. Il a changé. Au début, Élise ressentait un vide, pas seulement de l'absence, mais un vide organique, presque physique, comme un bras qu'on aurait arraché, mais dont on continue à sentir la douleur. Puis il y a eu ses rêves, toujours le même endroit, un couloir gris, sans fin, des néons qui clignotent, une porte métallique entr'ouverte, et toujours la même voix murmurée, comme portée par le vent. « Aide-moi ». Élise se réveille souvent en larmes, ou tremblante, mais à chaque fois elle note les détails, les couleurs, les odeurs. Elle a commencé à dessiner ce qu'elle voit. Et un jour, en fouillant des vieux articles d'archives, elle reconnaît exactement le couloir de ses cauchemars. Un ancien centre pour jeunes filles, fermé depuis 1987, près de Rivange. C'est impossible. Elle n'y est jamais allée. Elle ne connaissait même pas son existence. Mais ce n'est pas tout. Elle trouve un forum en ligne, un espace de discussion pour jumeaux endeuillés. Et là, elle lit des témoignages glaçants. Plusieurs racontent avoir entendu des phrases similaires, avoir fait les mêmes rêves, avoir ressenti des douleurs le jour même où leur jumeau a disparu, comme si le lien n'était pas rompu, mais suspendu. Élise commence alors à se poser une autre question. Et si sa sœur n'était ni vivante, ni morte, mais dans un entre-deux? Elle pensait être seule, jusqu'à ce qu'un inconnu la contacte. Un message court, sans formule de politesse. Juste un nom, Joseph Maillard, et une phrase « Je crois votre sœur vivante ».
Je l'ai déjà vu. Appelez-moi. Il a 74 ans. Ancien flic, aujourd'hui veuf, fatigué, rangé. Mais derrière ces silences, Élise sent une urgence, une vérité étouffée depuis trop longtemps. Ils se rencontrent dans un café désert. Il sort une vieille boîte en métal. À l'intérieur, des coupures de presse, des polaroïdes, des croquis et un cahier usé. À la première page, une inscription manuscrite « Les jumeaux disparus, classés non résolus ». Joseph a enquêté sur une série de disparitions dans les années 80. Toujours des jumeaux, toujours une absence sans trace. Il y en a eu 6 en tout. Aucun lien apparent, pas de mobile, pas de suspect. Mais un détail qui l'a obsédé. Tous les jumeaux survivants ont affirmé avoir reçu, à des années d'intervalle, le même message. « Aide-moi ». Personne ne l'a pris au sérieux. On l'a muté. On lui a demandé d'arrêter d'effrayer les familles. Alors il a tout gardé pour lui, jusqu'à aujourd'hui. Élise feuillette les documents et son cœur se serre. Certains visages lui ressemblent. Une fille avec les mêmes yeux que Lila. Un garçon qui a rêvé, lui aussi, d'un couloir. Et toujours cette même date qui revient le 21 février. Joseph la regarde. Il n'a plus de preuves. Mais il a une certitude. Ce n'est pas un hasard. Ce qu'ils prennent pour des disparitions isolées, c'est peut-être un schéma, un cycle. Et Lila pourrait être la prochaine à vouloir briser cette boucle. Elle y est allée seule. Joseph voulait venir, mais elle a préféré marcher sans témoin. Rivange, un village presque mort, des maisons à l'abandon, des fenêtres barricadées. Le vieux pensionnat est encore là, rongé par le temps, recouvert de lierre. Une façade comme un souvenir qu'on aurait voulu effacer. Élise pousse la porte. Elle craque, l'air est humide. L'odeur est celle de ses rêves. Chaque pas la rapproche de quelque chose qu'elle ne comprend pas encore, mais qu'elle reconnaît au plus profond. Le couloir, celui de ses cauchemars. Exactement. Les néons cassés, les murs gris, et cette porte métallique, entr'ouverte, au fond. Elle hésite, puis entre. La pièce est vide, presque. Sur une chaise, une boîte. À l'intérieur, une photo d'elle et Lila, enfant, une barrette rouge cassée, et une lettre, soigneusement pliée, entourée d'un ruban fané. Elle la déplie. L'écriture est tremblante, mais familière. Élise, je suis là. Je t'ai toujours entendu. Ce monde où je suis, je ne peux pas le décrire. Il n'a ni mur, ni lumière. Juste une sensation de manque. Tu t'approches, je le sens. Continue. Ne t'arrête pas. Tu es si près. Aide-moi. Les mots se brouillent sous ses larmes. C'est elle, sans aucun doute. Mais alors, elle est encore vivante ou retenue ailleurs? Au bas de la page, une seule inscription encerclée plusieurs fois. Demain, le 21 février. Encore. Élise ressort. Le jour tombe. Le vent s'élève. Quelque chose l'attend. Ou quelqu'un. Et pour la première fois depuis 8 ans, elle n'a plus peur. Le 21 février au matin, Élise est retournée sur les lieux. Mais il était trop tard. Il ne restait qu'un mot griffonné. Merci de ne pas avoir abandonné. Aucun signe de Lila. Aucun bruit. Juste un silence. Clos. Joseph lui avait parlé d'une théorie. Un cycle ancien, une sorte de boucle qui appelle un des jumeaux à travers un portail invisible, ouvert seulement à ceux qui partagent la même naissance. Une fois entré, l'autre doit le retrouver avant la fin. Sinon, la boucle se referme. Et celui qui est parti ne revient jamais. C'était toujours le même jour, toujours le même âge, toujours la même faille. Cette fois encore, c'est arrivé. Lila a fermé la boucle, comme les autres avant elle. Et Élise sait désormais que pour empêcher le prochain départ, il faudra être là avant l'appel. Il faudra arriver avant que le portail ne s'ouvre. Car certaines absences ne sont pas des fuites, ce sont des rites de passage. Et certains jumeaux naissent avec une clé invisible.